Tout de suite, Nicolas, on parle du Venezuela en proie aux violences. Le président Nicolás Maduro réprime durement les manifestations de ses opposants. On décrypte cette actualité avec l'invité des carnets. Bonsoir Paola Vasquez. Bonsoir. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Votre dernier livre paru s'intitule « Le chavisme, un militarisme compassionnel » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Vous connaissez bien le Venezuela et son fonctionnement politique. Nicolás Maduro, c'est donc l'héritier de Chavez. Il mène une politique que l'on peut qualifier d'autoritaire. Depuis 3 semaines, des centaines de milliers d'opposants manifestent. La répression est terrible. 500 arrestations, 8 morts. Notamment un adolescent de 17 ans et une jeune fille de 23 ans, tués par balle tous les deux. Ces opposants demandent des élections, Paola Vasquez. Quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'est il y a 2 semaines, lorsque le tribunal suprême de justice élimine l'immunité parlementaire des députés de l'opposition et surtout déclare l'Assemblée en outrage. Après, on revient en arrière, mais l'opposition a dénoncé un coup d'État institutionnel. Mais il y a aussi une crispation suite à une situation économique et sociale terrible. Parce que le Parlement est majoritairement détenu par l'opposition. Oui, tout à fait. Et c'est ça ce que Maduro a voulu annuler en prenant le pouvoir sur le Parlement. Oui, c'est un pas de plus. C'est une étape de plus parce que ces bras de fer commencent en 2015 lorsque l'opposition obtient la majorité. Et à partir de là, les pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire les gouvernements, s'est servi du tribunal suprême de justice pour annuler systématiquement les lois de l'Assemblée. Donc je pense que c'était la seule démocratie, entre guillemets, au monde où les lois de l'Assemblée nationale étaient systématiquement qualifiées d'illégales par l'équivalent du Conseil constitutionnel. Donc ça fait une sorte de ras-le-bol parce que c'est intenable au long des 2 dernières années. Et après, donc, il y a cette situation économique et sociale qui fait que les gens soient vraiment dans une situation assez inimaginable. Oui, parce que l'opposition est majoritaire au Parlement, mais elle est aussi dans le pays. 7 personnes sur 10 voudraient que Maduro s'en aille maintenant. Mais justement, qui sont-ils ces opposants ? Est-ce que c'est un groupe uni ou disparate ? C'est disparate, c'est hétérogène, c'est complexe. Il y a beaucoup de gens justement qui ont cru bien sûr à la révolution bolivarienne et au chavisme, justement quand elle marchait relativement bien et on pouvait redistribuer la manne pétrolière. Mais après, il y a des crises, pas uniquement à cause de la chute du prix du baril, comme on aime bien en dire, c'est l'explication la plus facile, la plus simple, mais ça va au-delà de ça, car l'industrie pétrolière vénézuélienne elle-même, elle est en crise profonde. Elle produit la moitié de ce qu'elle produisait avant Chavez. En plus, il y a des problèmes de corruption assez inimaginables par rapport au détournement de ces fonds de la rente pétrolière et un système de contrôle d'échange que c'est pas en soi un problème, mais la manière dont il est géré qui a servi à que beaucoup de gens s'enrichissent en détriment de la population. Donc, si on change pas ce système économique de redistribution de la manne pétrolière d'une manière si corrompue, on va pas changer, les choses vont être pareilles, quoi. Donc, c'est un peu comme si la politique de Maduro, c'était après nous les déluges. On va pas changer ce système-là parce que c'est ce qu'ils tiennent au pouvoir. Et après, c'est la population vénézuélienne qui souffre énormément. Mais l'opposition, ils sont représentés par qui ? Ils ont quel positionnement politique ? Est-ce que ce sont des modérés, des sociodémocrates, c'est ça ? C'est une opposition de centre et centre-gauche. Donc là, c'est le parti qui s'appelle Primero Justicia, c'est Capriles, et il y a d'autres partis, Un Nuevo Tiempo, Vente Venezuela, c'est-à-dire il y a une gamme de partis politiques qui en ce moment, paradoxalement, sont très unis. C'est l'effet qu'il y a eu ces décisions si extrêmes du gouvernement de Maduro, ça a été d'unir une opposition qui n'est pas facile de rassembler. Et c'est ce qui explique ces manifestations monstres. Maduro, lui, il parle de tentative de coup d'État. Oui. Mardi soir, il a lancé ce qu'il appelle le plan Zamora. Oui. En clair, il s'agit d'armer les populations civiles, quoi. Oui, c'est sortir la milice, une milice qui a créé Chavez. Chavez a créé plusieurs corps paramilitaires. Il a créé les collectifs, que ce sont ceux qui ont tué par balle dans la tête les manifestants dont vous avez parlé au début. C'est les collectifs qui sont armés, mais ils sont pas un corps de sécurité officiel, mais ils agissent un peu à la solde. C'est comme des brigades. C'est des brigades de motards qui terrorisent la population, littéralement, et qui ont agi toute la nuit, hier soir, d'ailleurs, dans toutes les villes du pays.
Et il y a la milice. La milice n'est pas armée, mais Maduro a promis 500 000, donc un demi-million de fusils, d'armer cette milice qui n'est pas armée. Ce sont des volontaires, des civils, qui adhèrent au Parti socialiste uni du Venezuela et qui donc, on leur promet maintenant de les armer. Donc là, on peut dire que le gouvernement de Maduro, il est contre sa population. Il est en train de favoriser la violence. C'est la guerre civile. Il la favorise en tout cas. C'est pas déclaré, c'est une favorisation d'une violence et d'une confrontation entre les Vénézuéliens eux-mêmes. Alors justement, Maduro, lui, il se dit héritier de Chavez. Il a été d'ailleurs désigné par Chavez comme son successeur. Mais cette position, elle est remise en cause à l'intérieur même de ses rangs. Les chavistes, le mouvement chaviste, ce n'est plus en tout cas un bloc monolithique. Non, en effet, il y a des fissures. Et je pense que c'est la stratégie de l'opposition en ce moment, c'est jouer avec ces fissures-là. Il y a surtout les procureurs et les parquets qui refusent de juger dans des tribunaux les arrêtés des opposants arrêtés. Ils sont jugés dans des tribunaux militaires. Donc on voit un système de mise en place des prisonniers politiques militarisés qui est assez effrayant. Mais oui, il y a ces dissidences, mais qu'elles ne s'expriment pas d'une manière très nette encore. On ne sait pas trop, c'est obscur. Il faut rappeler qu'au Venezuela, il n'y a pas de presse, qu'on s'informe par des réseaux sociaux, par des fuites, par des commérages, par des non-dits, des situations très difficiles à discerner. Parce qu'il n'y a pas une presse, libre en ce moment. Officielle. Et au service de Maduro. Mais justement, alors quelles sont maintenant quelles sont les perspectives pour le Venezuela? Est-ce que la communauté internationale a son rôle à jouer dans la résolution de la crise? Selon vous, l'avenir le dira, mais selon vous, comment on s'en sort de tout ça? C'est extrêmement intéressant la position de la communauté internationale parce qu'on n'avait jamais eu tellement d'attention pour le Venezuela. Donc là, ça c'est un mouvement très intéressant. Il y a le Chili qui a retiré son ambassadeur. Il y a la Colombie qu'avant-hier, le président Santos a exigé à Maduro donc de respecter les mobilisations pacifiques. Donc il y a une sorte de retournement et de redéfinition et c'est extrêmement important l'opinion internationale en ce moment, surtout de l'Amérique latine elle-même. Ça bouge, ça avance. Merci Paola Vázquez d'avoir décrypté cette crise vénézuélienne pour nous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Et on l'apprend à l'instant par une dépêche, 11 morts sont encore à déplorer à Caracas. La suite.